Qu'est-ce qu'une architecture client-serveur? Alors, le mot, il est fort quand même. Normalement, ce mot-là, je dois le réserver aux concepteurs, développeurs d'applications. Eux, normalement, s'ils n'arrivent pas à répondre à ma question, c'est que il s'est passé quelque chose. Bon, ironie du sort, c'est que le développeur doit réussir à s'en faire une idée, pas approximative, mais une idée plus que précise. Peut-être moins précise que celui du concepteur, mais plus que précise. D'accord? Puisque, effectivement, en formation, on voit ensemble une définition de l'architecture client-serveur. Ouais, c'est quoi exactement? Ben, en fait, on a un serveur web, c'est effectivement ce que je vous montre, ce qu'on vous montre en formation. On vous met une installation de type XAMPP. Oh, pour pas dire WAMP, WAMP c'est Windows, alors qu'XAMPP c'est, je m'en fiche royalement. Bref, XAMPP, donc environnement Apache MySQL, ok. Euh, et on vous dit que votre serveur web est une application sur votre ordinateur. Votre ordinateur, c'est une machine. Votre ordinateur devient un serveur. Ok. Vous dire, ouais, mais là, c'est pas une architecture client-serveur. Bah, si, c'est une architecture client-serveur. Mais en mode développement, c'est votre machine de test. En mode déploiement, ouais, c'est une architecture client-serveur aussi. Ok. Et puis, l'architecture client-serveur a des utilisateurs, bien sûr. Si vous créez une application qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de version, version bêta, version 1.0, version 1.1, bon, c'est pas parce qu'il y a des utilisateurs qu'il faut mettre des versions, mais pour le suivi et la maintenance aussi. Bon, s'il y a des utilisateurs, c'est quand même mieux, parce que effectivement, ben, on crée une application qui ne sert à rien. Allez, du coup, oui, dans le système d'information, l'application est installée, que ce soit dans l'entreprise, en interne ou en externe, intranet ou extranet, à l'extérieur. Bref, ouais, on est sur une architecture de type client-serveur. Un peu plus de détails? Allez, c'est vrai que le schéma qui va suivre, bah, j'ai tendance à n'avoir marre de le voir. C'est le schéma, je pense que je ne suis pas le seul, puisque ce schéma, je l'ai pris sur le site de GeoNov, GeoNov qui explique bien l'architecture client-serveur. Ok, mais ce schéma, c'est un schéma tellement classique que je pense que eux aussi ont récupéré cette image classique et lambda d'une architecture client-serveur. La description que je vous ai faite, un serveur avec un environnement data dans ce serveur, un environnement architectural, machine, hardware sur ce serveur. Vous voyez, je parle d'environnement, je reste dans la technique, euh, hardware, stockage, applicatif, serveur machine, bon, bref. Et utilisateur, visiteur du site web, c'est pas pour rien. Et oui, du coup, il y a des requêtes, des questions qui sont envoyées, des demandes qui sont envoyées, il y a des réponses, il y a des demandes, il y a des réponses, sinon c'est mal élevé. Bah oui, c'est mal élevé de ne pas répondre à une personne. Salut, tu vas bien? Ouais, vous avez compris. Bon, donc du coup, un client envoie un signal à un serveur. C'est quoi ce signal? Nom de domaine, google.fr, entrée. Donc le serveur Google va recevoir la requête et il va renvoyer la réponse. Ça s'appelle une requête. Donc du coup, il y a un échange entre la demande et le serveur. Donc déjà, on est dans ce concept client-serveur. Mais là, on imagine que ce sont des personnes, des utilisateurs, des visiteurs. Mais aussi, une application peut faire office de client et poser des questions à un serveur. Normalement, c'est interdit que le serveur pose des questions. En théorie, en France, en tout cas, c'est interdit. Bon, en tout cas, d'exploiter les données de l'utilisateur, du poste qui pose la question. C'est un peu le concept des cookies. Le cookies qui s'installe, et puis tu sais pas qui l'installe, et puis on bloque les cookies. Et il y a pire que les cookies, le tracé, les spyware, les, ouais, les spyware sont basés sur des principes de client-serveur, peut-être un principe de peer-to-peer aussi. Mais bref, de toute façon, il faut qu'il y ait une communication entre un serveur et un client, de toute façon. Ouais, vous avez compris quand même, c'est pas de m'étaler.
Ok, allez, si je passe à l'architecture client-serveur. Allez, pour revenir sur ce schéma de tout à l'heure, soit une application qui s'appelle, je ne sais pas, installée sur un système d'information, j'ai précisé, dans l'entreprise, dont l'objectif est la gestion de la logistique de cette entreprise. Son environnement fonctionnel, j'ai précisé fonctionnel, parce que j'aurais pu mettre un environnement de travail, mais on parle en fait d'une application. Donc, alors que le développeur, on va parler de son environnement de travail. Son environnement, dans le développeur, son environnement de travail, il y a l'environnement fonctionnel. Ah, tu utilises quoi? C'est quoi ton environnement technique? Ah, si vous aimez le mot technique, c'est encore mieux. Ok, pour parler des fonctionnalités de l'environnement qui permet de faire fonctionner l'application. On parle aussi de la configuration. On parle aussi du déploiement, de ce qu'il faut pour déployer l'application. Comment il faut la déployer? Oui, environnement fonctionnel, environnement technique, environnement de déploiement, environnement de travail, configuration. Bref, il faut tout ça de toute façon pour une architecture client-serveur. De toute façon, si l'environnement fonctionnel n'est pas défini, bah. Alors là, j'ai défini un type lampe, Linux, Apache, MySQL. Nous, tout à l'heure, on avait sur nos postes de développement, on a du XAMPP, certains ont du WAMP, pas l'importance. En tout cas, on sait qu'on a un serveur Apache et du MySQL. MySQL basonné Apache Server Web. Ok. Bah, il y a des personnes qui ont des environnements de type Windows, SQL Server, .NET. Et ouais, c'est leur environnement de travail aussi et leur environnement de programmation. Et est-ce que le fonctionnel va changer? Peut-être pas forcément. C'est le langage qui change, encore une fois. Avec une base de données centralisée et j'ai tapé ça très vite, toutes mes excuses. Du coup, on bascule à du n-tierce de type data. Oh, c'est sûr que si je rajoute un SQL serveur quelque part hébergé dans un pays quelconque, par exemple en France, dans la ville de Dijon, euh, c'est pas parce qu'il est dans la ville de Dijon que ça devient du n-tierce, mais c'est parce que la variété de la base de données va faire déjà qu'on va avoir des variétés de données à croiser. Des variétés de données à croiser. Une base de données de type MySQL, une base de données de type SQL Server, à un moment ou à un autre, on croise ou pas les données. Peut-être que celle qui est quelque part en Chine va gérer que du MySQL et du coup va faire que le e-commerce et la vente. Et celle qui est par exemple en France va gérer du SQL Server et va faire que de la logistique, du traitement et de la RH. Bah, peut-être qu'ils vont avoir une autre qui sera euh, au Canada, à Ontario, et au Canada, Ontario, bah, elle sera de type Oracle ou Postgre. Bon, donc, du coup, la diversité de données, de types de données, on peut dire déjà que c'est du n-tierce data. Moi, je l'appelle ça n-tierce data parce que j'aime bien préciser n-tierce data parce qu'il y a le n-tierce architectural qui va compliquer l'architecture du système d'information et donc, du coup, l'architecture du client-serveur dans ce système d'information. Ok. Ouais, oui, je précise. Alors, si vous êtes curieux, curieuse, allez voir développeurs, développeuses, n-tierce. Alors, les concepteurs, c'est même pas une question de est-ce que vous êtes curieux, curieuse. Je vous oblige à aller voir ce que signifie architecture client-serveur, mais aussi une architecture de type n-tierce, avec son n-tierce, qu'importe soit data architectural. Architectural, c'est hardware, c'est technique, technologique. Ça peut être aussi les flux d'informations, le traitement des données dans l'entreprise aussi. Hein. N-tierce, ok. Ok. Ok, donc plutôt pas mal. Allez, architecture client-serveur, on continue. Eh ben non, mais là on est tout de suite sur les notions de réseau, système d'information, IP, WAN, LAN, SFR, Internet, box. Bon, en fait, ça rentre vraiment dans le schéma de ce qui est système d'information. Est-ce que ça rentre dans un schéma de ce qui est architecture client-serveur? Ben oui, quelque part, mais il n'est pas exposé de façon très claire à ce niveau. Ben oui, puisque à gauche, on a Randy
qui est client, qui va utiliser une box. Et puis à droite, bon, on a le réseau, Internet. Et puis Randy va envoyer une requête. On ping. Moi je dis toujours ping, envoyer une demande. On ping. Il va recevoir une réponse. Il va passer par son fournisseur qui est SFR. Et donc oui, on est sur une espèce d'architecture client-serveur. Puisque SFR aura mis entre Randy et lui une box. Internet, on va dire que c'est la virtualisation applicative quelque part. Et puis, le fournisseur SFR va mettre en lien Randy avec le réseau Internet là où il veut venir. Peut-être qu'il veut consulter le site de la SNCF. Le site de la SNCF, ben, il est sur un serveur. Et donc, du coup, Randy est client et le site de la SNCF est serveur. Et donc, oui, on est dans une certaine architecture client-serveur. On va me dire, bon, finalement, on est dans une architecture client-serveur dans tous les cas. Mais en fait, à une époque, on pouvait vraiment diversifier ce nom et on pouvait être seulement en client, mono-utilisateur, surtout si on parle de licence, ça me rappelle des souvenirs. Mono, oui, que j'emploie le mot mono, mais ça me paraît maintenant tellement saugrenu. Je sais qu'il y a encore des applications qui sont mono-utilisateurs, un seul utilisateur, et des applications, là, vous voyez que mon vocabulaire a changé, et quelques applications qui sont carrément client-serveur et qui sont prévues pour le partage de données, le partage de données, oui, le partage de données, pas le partage de connexion, le partage de données, d'informations, de flux d'informations. Euh, c'est pas qu'une question de licence d'application. Ok. Ça existe toujours, les applications mono. Ok. J'adorais, on dirait que c'était la bonne époque, on dirait. Parce que les sociétés éditrices de ces applications se faisaient beaucoup de couilles en or. Et certaines continuent encore de le faire. De vendre des applications mono, usage perso, usage pour une seule, solo, une application multi-utilisateur, donc quelque part client-serveur. Il faut savoir que le client-serveur n'est pas forcément provoqué par un être humain, mais aussi provoqué par une application. Qui dit application peut dire aussi IA, et que l'IA peut aussi avoir un comportement, entre guillemets, d'être humain aussi, n'est-ce pas? À bientôt, au revoir.